Vous êtes sur Radio Prague International, à l'écoute du programme francophone diffusé depuis la capitale tchèque. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Jour férié en ce 1er mai en Tchéquie aussi. Et qui dit jour férié dit entretien exceptionnel alors qu'un sommet international des compositeurs vient tout juste de se tenir à Prague. La capitale tchèque confirme plus que jamais son statut de carrefour pour les productions audiovisuelles et pour leur bande originale également, entre héritage classique et création contemporaine. Compositeur de musique de film reconnu, ancien collaborateur de Gabriel Yared, auteur de la bande originale de La vie des autres et de nombreuses autres musiques pour le cinéma et la télévision, Stefan Moucha, Stjepan Moucha, entretient avec la Tchéquie un lien à la fois intime et artistique. Il est né en 1968, Stjepan Moucha, en Tchécoslovaquie, un peu plus d'un an avant l'exil familial en France, et au micro de Radio Prague International, il revient sur ce parcours entre deux cultures et sur cette vocation née avec le plus résonnant des titres oxymoriques tchèques, j'ai nommé Une trop bruyante solitude. Entretien maintenant. Stefan Moucha, bonjour. Je dis Stefan Moucha parce que vous êtes présenté comme ça, mais vous avez dû naître sous un autre nom. Je suppose que c'était Stjepan Moucha. Exactement, je suis né Stjepan et mon nom a été francisé. Lorsque nous sommes arrivés en France, mes parents étaient des réfugiés politiques qui ont demandé l'asile en 1969. J'avais 1 an et demi, moi je suis né en Tchécoslovaquie. Et donc je suis né Stjepan et pour m'assimiler mieux, mes parents ont décidé de faire franciser mon nom, donc je suis devenu Stéphane. Donc vous n'avez aucun papier, même aujourd'hui, vous vivez parfois à Prague en Tchéquie, vous n'avez aucun papier où vous êtes Stjepan. Je suis Stjepan. Sur vos papiers tchèques, oui. Quel est votre premier souvenir de Tchécoslovaquie ? Ah, la Tchécoslovaquie. Moi je suis né en 1968, mes parents ont émigré en France avec un visa touristique à la fin de l'été 69. Et la Tchécoslovaquie, pour nous, c'était... pour moi, ça a été beaucoup une absence, parce que la Tchécoslovaquie, c'était le pays dans lequel on ne pouvait plus revenir, parce qu'à l'époque, le rideau de fer, etc. La Tchécoslovaquie, c'était le pays d'où on ne pouvait pas recevoir de visite, c'est-à-dire notre famille ne pouvait pas venir. Donc, c'était pas facile. Mais en même temps, c'était aussi une présence, parce que à la maison, on parlait tchèque, donc il y avait d'abord la langue, qui était ma langue maternelle. Moi, je suis donc arrivé en France, j'avais 1 an et demi. Et puis, il y avait ces colis que nous envoyaient nos grands-parents et qui contenaient des livres pour enfants. Donc, il y avait les contes tchèques, il y avait des disques aussi. Donc, j'ai écouté en boucle des contes en tchèque que je connaissais par cœur. Et puis, il y avait les traditions, la nourriture. Il y avait... je pense que j'étais le seul gamin du quartier qui recevait ses cadeaux à Noël de Ježíšek, et non pas du Père Noël. Et qui mangeait de la carpe ? De temps en temps. C'était surtout le bramborový salát, voilà, salade de pommes de terre. Voilà. Et puis, il y avait les vêtements aussi, parce que mes parents sont arrivés en France avec 200 marks allemands, une valise de couche et un bébé. Et ils connaissaient personne, ils parlaient pas la langue, donc on a vécu très modestement. À Besançon ? À Besançon, oui. Où mes parents, en fait, se sont retrouvés à Besançon parce qu'il y avait un centre pilote d'apprentissage du français par les méthodes audiovisuelles, ce qui, à la fin des années 60, était révolutionnaire. Et donc, on a habité là quasiment les 10 premières années de ma vie. Ensuite, on est parti à Paris, mais... Et la première fois en Tchécoslovaquie, à Prague, alors c'était quand ? Alors, la première fois à Prague... C'était en 1986, donc j'ai eu la chance de revenir dans ce pays du temps de l'Ancien Régime,
Je dis la chance parce que quand j'en parle avec des amis, notamment un réalisateur qui était de sensibilité, on va dire, communiste, et qui, lui, aurait rêvé de connaître un pays du bloc de l'Est. Voilà, bon. Un réalisateur français, je suppose. Oui. Donc c'était impossible pour nous de revenir, sauf à faire quelques démarches que ma mère a fini par faire, et qui consistaient en la déchéance de notre nationalité tchèque. Voilà. Et pour pouvoir revenir en Tchécoslovaquie, il fallait qu'on revienne en tant que Français uniquement. Voilà. Et donc, c'était en 1986. Et c'est vrai que, alors on n'est pas arrivé à Prague directement, on est venu en train. On est sorti à Cheb parce qu'on avait des amis qui habitaient là. Et c'est vrai que Cheb en 86, ça devait être quelque chose? Cheb en 86, c'était surtout pour moi... alors, après avoir traversé le No Man's Land, le train s'arrêtait. Je ne me souviens plus exactement combien de temps, je dirais peut-être 20 minutes. Les soldats rentraient, fouillaient le train. Il y avait... je crois qu'il y avait des chiens. Alors, voilà, ce sont des souvenirs un peu flous maintenant parce que c'est lointain, mais il y avait ça. Et puis ensuite, on arrivait à la gare. Et là, j'étais émerveillé parce que dans la gare, tout le monde parlait tchèque. Et pour nous, le tchèque, c'était la langue de l'intime, c'était la langue familiale, c'était la langue dans laquelle on se parlait quand on ne voulait pas que les Français comprennent ce qu'on se dit. Et tout à coup, dans cette gare, avec cette espèce de murmure en tchèque, j'avais l'impression d'être en famille. Voilà. C'est assez indescriptible comme chose. Je me souviens des enfants qui parlaient un tchèque très soutenu. J'étais émerveillé par ça. Et puis il y avait une sorte de familiarité, d'intimité, un peu. C'est difficile à décrire, mais je pense qu'on pourrait peut-être le rapprocher d'un enfant qui retrouve sa mère, quoi. Voilà. Donc là, on peut dire que ça pourrait être une définition de la patrie quelque part. Ce pays qu'on a, en fait, on vivait avec ce pays en nous. Parce qu'on pensait que l'Union soviétique serait éternelle, on pensait qu'on pourrait jamais revenir en Tchécoslovaquie. Donc la Tchécoslovaquie vivait de manière fantasmée en nous, et de tout à coup de se retrouver dans cette réalité-là, c'était vraiment extraordinaire. Stéphane Mouchard, on a commencé cet entretien avec un extrait de la bande originale du film Une trop bruyante solitude, projet franco-tchèque s'il en est, film de Vera Kais. C'est ça. Pourquoi l'avez-vous choisi? Est-ce que, je suppose que oui, il marque un tournant, le début de votre carrière? Exactement, ça a été ma première musique de film. Alors Vera Kais est une amie très proche de mes parents, que je considère comme ma tante. Voilà, donc c'est quelqu'un vraiment de très proche, et c'est quelqu'un qui avait fait une école de cinéma dans les années 70 à Paris, l'IDEC je crois, et qui avait toujours rêvé de faire un film d'après la nouvelle de Radabal, Une trop bruyante solitude. Voilà. Et on lui disait, c'est impossible, tu n'auras jamais les droits. Et puis, bon, je vous passe les détails parce que c'est une histoire totalement rocambolesque, mais si elle vous la racontait... On l'a eu sur nos ondes, et cette histoire est voilà. assez phénoménale, voilà. les droits et tout ça. Voilà, donc elle a réussi à finalement faire son film, elle a réussi à faire son film avec Philippe Noiret, dans le personnage de Hanka, et puis de fil en aiguille, elle m'a proposé d'essayer de faire la musique. Et puis, donc en fait, ça aussi c'était une histoire compliquée, comme souvent dans le montage des films. Mais disons que au final, il y a un autre compositeur qui s'appelle Stanislas Sirevich, qui est un compositeur célèbre. Et en fait, on a co-signé, on peut dire, la musique. Voilà, de ça. C'est à ce moment-là que vous décidez de faire carrière, de devenir un compositeur spécialisé dans la création pour des œuvres audiovisuelles? Écoutez, moi j'ai jamais vraiment décidé, je dois vous avouer que la musique de film m'avait jamais intéressé, au contraire de beaucoup de collègues qui racontent,
comment un jour ils avaient été émerveillés par une musique qu'ils avaient entendue au cinéma, dans un film, etc., et que ça avait déclenché leur désir de faire ce métier. Non, moi à vrai dire, je ne savais pas trop à quoi j'allais me destiner. Je sais que la musique était importante pour moi. Je sais que alors je suis fils de peintre, donc l'image a toujours été importante pour moi, et même l'image animée, parce que quand on était enfant, donc mes parents étaient très modestes, on n'allait pas souvent au cinéma. En fait, on allait au cinéma une fois par an, voir le Disney qui ressortait avant Noël, parce qu'à l'époque, dans les années 70, c'était comme ça. Mes filles ont du mal à comprendre ce que c'est que cette époque où, en fait, on n'avait pas les DVD, on n'avait pas... il y avait 2 ou 3 chaînes, et sur ces 2 ou 3 chaînes, il y avait, je sais pas, peut-être 10 minutes ou 20 minutes de dessin animé par jour. Donc, on vivait pas dans un monde de surabondance comme aujourd'hui, d'images, etc. On vivait dans un monde plus de parcimonie, quoi, de rareté. Et donc, l'image animée a été importante pour moi, parce que je me souviens vraiment de tous les films que j'ai vus au cinéma. Bon. Et de leur musique ? Alors de leur musique, pas forcément, sauf dans les Disney, parce que les Disney, c'est vrai que c'était pour un enfant un émerveillement, les couleurs, la musique, tout ça, c'était totalement enchanteur. Alors, mais la musique de film m'a jamais vraiment, je ne me suis jamais vraiment intéressé à ça, jusqu'à donc ce film-là, Une trop brillante solitude, où j'avais composé à l'ancienne, c'est-à-dire pas vraiment avec l'image, c'était plus avec des bouts du scénario, et puis ensuite on avait vu l'image, mais on était encore au minutage, comme travailler à l'ancienne avec un chronomètre, etc. Bon, c'est ce qu'on ne travaille plus du tout comme ça aujourd'hui. Vous avez appris un instrument dans votre jeunesse en France, le solfège ou... Oui, j'ai fait des études musicales qu'on pourrait qualifier de classiques. Alors j'ai eu beaucoup de chance, parce que au moment où j'entrais en CP à Besançon, donc dans un quartier qui s'appelle Planoise, qui est une ville nouvelle en fait, qui jouxte Besançon, s'ouvrait dans l'école primaire qui était en bas de chez nous, une classe dite musicale. Ça aussi, c'était un dispositif pilote. Et en fait, dans cette classe, donc c'était un effectif réduit, on était une quinzaine, je pense, et chaque enfant jouait d'un instrument, avait émis le souhait ou le désir d'apprendre un instrument. Et donc, ça se passait de la manière suivante. On avait un cours normalement, donc du CP au CM2, hein, et 2 après-midi par semaine, enfin 2 demi-journées, un après-midi, une matinée, on allait tous ensemble, on prenait le bus, et on allait au conservatoire suivre nos cours de solfège, d'instruments, d'orchestre, etc. Et ce qui fait que, comme chaque enfant jouait d'un instrument, c'était une chose qui était, on va dire, qui était un peu normale, quoi. Il n'y avait pas cette difficulté que j'ai connue par la suite, quand on est arrivé à Paris, qui est d'aller au conservatoire après les cours. C'est-à-dire, pour un enfant, c'est difficile quand même, vous voyez, de terminer à 21h, après avoir commencé à 8h du matin au collège, etc. Bon. Quel a été votre instrument de prédilection ? Alors, c'était le violon. Pourquoi ? Alors là, je ne saurais pas vraiment vous répondre. J'avais un grand-père maternel qui était, non pas violoniste, mais on dirait violonneux, c'est-à-dire il sortait son violon une fois par an à Noël, où il jouait 3 airs. Tchèque ? Voilà, tchèque évidemment. Du Dvorak ? Alors je ne peux pas vous dire, puisque ça c'est ce qu'on nous racontait, parce que nous on habitait en France, et ce grand-père jouait à Litvinov. De quelle manière la musique tchèque a-t-elle influencé votre œuvre jusqu'ici, en tout cas ? Alors, vous êtes vraiment très aimable de parler d'œuvre. Vous savez, la musique de film, c'est une musique appliquée. C'est un art appliqué, c'est pas un art pur. C'est pas comme un peintre qui peint son tableau, qui l'accroche au mur, et il n'a pas d'intermédiaire, si vous voulez, entre le geste créateur et le public qui vient recevoir. Donc je vous remercie, c'est très aimable. Je ne sais pas si je peux je prends ça comme un compliment, mais qui est peut-être pas tout à fait mérité. Mais en tout cas, on va dire, un musicien est toujours un carrefour d'influence. Donc, indéniablement, la musique tchèque a dû me forger d'une certaine manière. Quand j'étais enfant, donc
On vivait très modestement, on avait quand même un tourne-disque, et donc mes grands-parents avaient envoyé quelques disques. Donc à part les disques de contes pour enfants, il y avait des chants moraves. Alors je me souviens très bien de ce disque avec une pochette avec les musiciens en costume folklorique. Et puis les chants moraves, c'est de la musique modale. Et je pense que ça a dû quand même forger mon oreille, parce que je suis à l'aise avec la musique modale. Quand au CNSM, au Conservatoire national supérieur de musique de Paris, où j'ai fait mes classes d'écriture, quand on est arrivé à la musique française du début du XXe siècle, Debussy, Ravel, où il y a quand même beaucoup de modalités dans cette musique, j'étais à l'aise. J'avais ça dans l'oreille déjà, donc je pense que ça a dû m'influencer à ce niveau-là. Et puis il y avait le disque du concerto pour violon de Dvořák, voilà, que j'écoutais en boucle. Donc probablement aussi que voilà, mais ça faisait écho à ce que j'avais à l'intérieur de moi. Say I'm cold as ice, but playing your games you pay the price. You made me this way. I'm cold as ice. On est passé dans un autre registre. Stéphane Mouchat, Cold as Ice. Yeah. Qu'est-ce que c'est ce morceau ? Alors c'est dommage que vous n'ayez pas passé l'extrait, le tout premier extrait jusqu'au bout. Enfin, pas jusqu'au bout, mais un peu plus, parce que après les quelques notes de piano d'introduction de ce thème extrait de la bande originale de La trop bruyante solitude de Verakaïs, d'après Bohumil Hrabal, après les premières notes de piano, il y avait du chant. Un chanteur, et c'était du chant, on va dire, alors, entre guillemets, classique, alors que là, c'est vrai qu'on est complètement à l'opposé, on est dans le rock, entre guillemets, encore, parce que les puristes pourraient affiner les dénominations. Alors cet extrait est intéressant pour moi, parce qu'il me permet de montrer aussi que le travail de musicien pour le film exige un éclectisme. Une palette, voilà. Alors c'est en même temps ce qui peut être difficile, mais c'est en même temps ce qui est très enthousiasmant, parce que ça permet, je veux dire une banalité, mais ça permet d'explorer des horizons qu'on n'a pas encore explorés, ça permet de révéler des choses qu'on a en soi et qu'on n'a pas encore mises à jour. Alors c'est quoi ? Alors ça, c'est une chanson qui fait partie d'un ensemble de chansons qu'on m'avait demandé d'écrire comme musique, on va dire, de fond, enfin une musique qui planterait le décor des années 70, dans laquelle se déroule la 3e saison donc de cette série Les Petits Meurtres d'Agatha Christie dont nous avons parlé tout à l'heure, série qui s'est donc déclinée en 3 périodes, une période de la fin des années 30, ensuite une période dans les années 60, et finalement il y a eu une dizaine d'épisodes avec des nouveaux personnages et qui se passaient dans les années 70. Et donc il fallait un ensemble de chansons. On n'avait pas vraiment précisé combien, donc c'était 5, 10, 15, et puis finalement ces 5, 10, 15 chansons sont devenues 20, et puis 30, j'en ai fait une quarantaine, enregistrées en partie à Prague, en partie à Paris, et puis les mixages ont été faits en France. Est-ce que, je reviens sur le travail avec les musiciens tchèques, vous connaissez ce fameux proverbe que chaque Tchèque est un musicien. Oui. Est-ce que ça a été frappant pour vous ? En fait, ça a été surtout frappant. Je vais vous dire, il y a des bons musiciens partout. Il y a des très bons musiciens en République tchèque. Moi, à chaque fois que je viens, je vais écouter la Philharmonie tchèque, je vais écouter le Český rozhlas, l'orchestre de la radio, d'ici, qui est très très bon, que j'ai vu il y a quelques jours à Obecní dům dans les symphonies de Brahms. Donc il y a des très bons musiciens. Alors, je dois dire que ce qui m'a beaucoup impressionné aussi, c'est les jeunes chefs d'orchestre tchèques. Alors, le dernier que j'ai vu, c'est Petr Popelka, extraordinaire. Il y a Ruša, en Angleterre déjà. Oui, il y a Jiří Habart. Donc, non, il y a des très bons musiciens. Après, il y a des très bons musiciens partout. Il y a des très bons musiciens en France, il y a des très bons musiciens en Angleterre. Quand on fait de la musique de film, la difficulté, c'est que
à moins d'avoir un projet qui s'y prête vraiment, et aussi d'être une personnalité célèbre du monde de la musique de film, c'est quand même très rare d'avoir un orchestre constitué. Donc comme la Philharmonie tchèque ou comme Český rozhlas. Bon. Ce qui veut dire qu'on a des musiciens qui viennent à la pige. Voilà, on a des musiciens d'horizons divers qui sont réunis par un régisseur. Et donc les équipes sont quelquefois, peuvent être hétérogènes un peu. Donc après ça dépend, vous voyez. Vous pouvez être totalement enthousiasmé par un enregistrement avec une certaine équipe, et puis revenir le mois d'après, et puis avoir une équipe un peu différente et être un peu moins enthousiaste. Mais ça, c'est vrai pour la République tchèque, c'est vrai pour la France. J'ai vécu ça en France, et puis c'est vrai même en Angleterre, qui est quand même, on va dire, le haut de gamme pour la musique de film. Beaucoup d'Américains vont enregistrer en Angleterre. Moi, ça m'est arrivé d'enregistrer avec un orchestre constitué par une équipe qui a vraiment qui fait que des gros projets et du très haut de gamme, et d'être un peu déçu. Disons qu'on a dit pendant des années que à Prague, le rapport qualité-prix était bon, en tout cas. Le rapport qualité-prix, oui, vous savez, oui, pendant des années, les choses étaient moins chères, mais je trouve que quand même maintenant, les prix rejoignent la moyenne européenne. Vous savez, il y a quand même une crise de l'industrie musicale, il y a une crise de ces industries culturelles tout court, il y a moins d'argent qu'avant. Donc, c'est même en France, où les salaires étaient plus élevés, j'ai l'impression qu'ils ont tendance à baisser. Donc, finalement, ça se rejoindra un jour, prochain. J'aime fumer, que voulez-vous, j'assume. Quand le mégot se consume, je me sens m'évader moi-même au-dessus. Cannabis repetita. Oui, Cannabis repetita, parce que pour explorer les années 70, j'ai essayé de trouver des sujets un peu bateaux. Donc, il y avait la guerre du Vietnam, il y avait Cannabis repetita, il y avait la liberté sexuelle, enfin, bon, les poncifs de l'époque, mais parce qu'il fallait noircir le trait, enfin, il fallait accentuer le trait. Donc on est toujours dans cette série ? Oui, pardon, j'avais oublié de le préciser. Voilà, on est toujours dans ce qui est devenu un recueil qu'on peut même écouter sur Spotify et toutes les plateformes qui s'appelle Folk Songs. Et bien que ça soit pas du tout du folk, mais c'est dans la bande originale des Petits Meurtres d'Agatha Christie. Alors la bande originale des Petits Meurtres d'Agatha Christie n'est jamais sortie. Voilà, elle sortira peut-être bientôt. Ça, c'est pas exclu. Cette chanson figurait bien dedans. Oui, alors elle figure dans les films. Encore qu'il y a beaucoup de ces chansons qui ont été utilisées qu'une seule fois, ou de manière fragmentaire, ou pas du tout. On parlait de la crise à l'instant de l'industrie musicale. Évidemment, je pense que c'est une question qu'on va devoir poser à tous nos invités désormais dans le studio de toutes les professions. Le rôle de l'intelligence artificielle dans votre métier aujourd'hui, c'est une révolution totale ? Alors, c'est une révolution totale parce que le problème, à mon sens, le problème est... Bon, c'est pareil, c'est un peu banal ce que je vais dire, mais le problème est à venir parce que je pense que lorsque les générations qui vont nous succéder auront vécu dans un environnement où tout aura été produit par l'intelligence artificielle, on sera habitué à ce standard. Voilà. Je pense que c'est surtout ça le grand danger. Et le grand danger aussi, c'est de pouvoir vivre de son art. C'est-à-dire que, on en parlait hors micro, c'est-à-dire que les créateurs touchaient des droits et que ces droits sont reversés d'une assiette totale, et qu'aujourd'hui, quelqu'un qui fait un prompt, comme on dit, pour une musique de film, de documentaire, de quelque œuvre audiovisuelle que ce soit, fait partie de ces auteurs à qui on reverse des droits. Oui, indéniablement, je pense que ça, c'est le risque. Le risque, c'est la disparition du droit d'auteur. Le principe, c'est est-ce qu'on veut encourager la création des œuvres de l'esprit humain ? Voilà, ça c'est la grande question. Mais vous savez, moi je trouve que à partir du moment où on s'assoit devant un ordinateur et que finalement on est obligé pour pouvoir manipuler l'ordinateur, on est obligé de penser comme l'ordinateur, c'est déjà que la partie est perdue pour l'humain, car l'ordinateur a déjà
quelque part asservi l'homme. C'est un peu catastrophiste ce que je dis, mais voilà. Donc on est dans la continuité de ça. Štěpán Moucha, děkuji moc krát. Stéphane Moucha, merci beaucoup. On va terminer là-dessus et on va terminer également avec encore, comme on l'a commencé, quelques notes de cette bande originale du film Příliš hlučná samota, une trop bruyante solitude. Alors, est-ce que je peux, pardonnez-moi de vous interrompre, est-ce que je peux préciser, le ténor s'appelle Jean-François Novelli, le pianiste s'appelle Alexandre Léger, la prise de son a été faite par Olivier Cuina. Je voulais leur rendre hommage parce que ça a été un des tout premiers enregistrements que j'ai fait. Ça remonte à 1993. C'était à l'époque des copains du conservatoire. En plus, c'était ma première musique de film. Donc je vous remercie d'avoir ravivé ces souvenirs comme ça, de manière un peu solennelle. On est dans ce très beau studio de la radio tchèque. J'ai une vue sur la ville absolument magnifique, sur Staré Město na náměstí. Profitez-en, ça ne va peut-être pas durer. Merci beaucoup, Stéphane Moucha. Merci à vous. C'est avec la bande originale d'une trop bruyante solitude que se termine notre émission du jour. Pour retrouver l'intégralité de cet entretien réalisé avec Stéphane Moucha, c'est sur notre site évidemment français.radio.cz pour la version intégrale. C'est également là que vous retrouvez toutes les archives de Radio Prague International. C'est également sur les réseaux sociaux que vous nous retrouvez tout au long de ce week-end que je vous souhaite agréable où que vous soyez dans le monde. N'oubliez pas de participer à notre appel à témoignages pour nous expliquer votre lien avec la Tchéquie et votre lien avec notre station Radio Prague International à l'occasion de son 90e anniversaire. Vous pouvez nous écrire, nous envoyer des messages vocaux sur WhatsApp. Vous retrouvez tout ça sur notre site français.radio.cz. Je vous souhaite un très agréable week-end, donc hezký weekend, naslyšenou.